Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. En vous plongeant résolument dans le passé, vous êtes devenu un romancier très présent. Et comme vous ne faites jamais rien comme les autres, vous publiez 2 gros livres en même temps, voire double, ne vous a jamais empêché de rester très simple. Bonjour Bernard Werber. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous avez accueilli tout au début des Clés d'une vie. J'ai retrouvé l'émission numéro 36. Wow. Vous êtes venu, c'est la 4e fois je crois. Vous êtes un sociétaire des Clés d'une vie. Et vous êtes là pour la 1397e émission. Vous voyez, Merci de votre fidélité. Ah ben non, c'est nous qui vous remercions de publier des livres aussi formidables. Alors là, il y a 2 livres en même temps, ce qui est rare. Il y a l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, livre 13 à 18, chez Albin Michel, dont on va reparler. Et le même jour, La Valse des âmes, qui est votre roman annuel. Voilà. Un roman, un essai. Voilà. Alors justement, on va évoquer les 2, mais avant, on va revenir sur votre parcours. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses sur vous, mais j'ai trouvé des choses inédites, notamment une date importante, le 17 août 2022. Écoutez. Les traîtres, vous êtes enterrés vivants, Bernard Werber. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'avais fait en 2022. Ouais, j'ai fait cette expérience étonnante. On est enterrés pendant 3 quarts d'heure. Alors je vais vous raconter. Éric Antoine, je l'avais invité chez moi à faire des parties de loup-garou. Et il m'a dit, un jour, c'est moi qui t'inviterai. Et après un jour, il m'a dit, tu te rappelles ce moment où je t'ai dit ça? Eh ben là, on va faire un jeu, c'est nouveau. Ça sera la première, je sais pas du tout ce que ça vaut, tu vas essuyer les plâtres, mais au moins tu vas vivre un truc sympa et je te conseille de venir. Donc je me suis retrouvé dans un château et il y avait différentes épreuves, dont l'une qui était, vous allez affronter votre peur. Et là, on avance avec on était 4, on avance avec des masques sur les yeux. Au moment où on enlève les masques, je vois 4 croque-morts devant 4 tombes avec creusé dans la terre, et je comprends qu'on va être enterrés vivants, donc on est tous mis dedans. Donc il y avait la chanteuse Elsa notamment qui était aussi là, Elsa Snow, oui, qui nous avait dit qu'elle était claustrophobe, donc j'étais inquiet, et il fallait qu'aucun de nous on échoue, sinon on perdait tous. Et je me rappelle, il y a 2 infos qu'on a quand on se fait enterrer vivant, si je puis dire, je vous les donne en direct. La première, c'est que s'il y a des moucherons au moment où on vous met le couvercle, ben vous vivez avec les moucherons. La deuxième, c'est qu'au moment où ils ont planté les clous pour clore le haut du cercueil, ça fait un boucan à l'intérieur, ça résonne très très fort. Et la troisième, c'est qu'il faut pas péter, parce que si vous restez à péter dans votre cercueil, parce qu'on a mis de la terre dessus aussi, oui. C'est un peu gênant. Et il y avait des walkie-talkies qui nous permettaient de parler entre nous, et c'était un quiz. À la fin, quand c'était terminé, j'ai demandé, on est resté combien de temps là dans le cercueil? Ils nous ont déterrés, et ils m'ont dit 1h30. 1h30 dans un cercueil, je peux vous dire que c'est une expérience où vous revoyez rapidement votre vie. Oui. Alors, il se trouve que la peur d'être enterré vivant, ça s'appelle la taphophobie. Et ça a traversé le 19e siècle. Et ça a servi beaucoup à Edgar Poe pour faire ses romans, notamment un roman qui s'appelle L'inhumation prématurée. Waouh! Je sais qu'il y avait des cloches qui sortaient dans certains cercueils pour que la personne, si elle est vivante, puisse tirer dessus dans le cimetière et avertir qu'elle était encore là. Voilà, ça peut arriver. Alors, Edgar Poe et Jules Verne, je crois qu'ils ont été très importants dans vos jeunes années, Bernard Werber. Edgar Poe, déjà parce que j'ai compris qu'une histoire, c'est un tour de magie. Il faut poser un personnage, une situation surprenante, et au final faire un effet waouh, comme si on sortait un lapin du chapeau. Ça, c'est Edgar Poe qui me l'a appris. Et Jules Verne, il m'a donné à réfléchir sur le principe d'évasion. C'est-à-dire, une histoire peut vous amener à faire oublier votre vie pour vous intéresser qu'à la vie des personnages. Et l'un des romans qui m'a le plus frappé, c'était L'île mystérieuse. Tous les jours, je me disais, putain, qu'est-ce qui va arriver aux personnages? Et Jules Verne, il y a eu un grand mystère à propos de la couleur de ses cheveux. On a mis des décennies à savoir, grâce à un tableau qu'on a retrouvé, qu'il était roux. Ah, alors dans le livre, je raconte l'histoire des roux qui ont été mal considérés par toutes les civilisations. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été heureux, Jules Verne. Et j'ai étudié sa vie en détail. Il n'était heureux que dans l'écriture, mais vers la fin, il avait l'impression que ce qu'il faisait
n'était pas considéré et il en a beaucoup souffert. Oui, alors vous avez un peu souffert dans ce jeu car vous êtes sorti de votre zone de confort et votre zone de confort, c'est 10 pages d'écriture tous les matins. Oui, être privé d'écriture pour me retrouver dans des épreuves de type Koh-Lanta, ça me faisait étrange. Mais en même temps, ça m'a sorti de ma zone, comme vous dites, de ma zone de confort. Ça m'a amené à me poser de nouvelles questions. Et la question, c'était qui sont les traîtres parmi nous ? Et il y avait une ambiance réelle. Nous, on a vécu un grand film parce que les spectateurs savaient qui étaient les traîtres, mais nous, on ne le savait pas. Et je considère d'ailleurs que c'était un peu dommage qu'on n'ait pas mis les spectateurs dans la même situation que nous, parce qu'ils auraient vécu une histoire un peu plus comme un Agatha Christie. Qui est l'assassin? Qui ment? Tandis que là, ils savaient déjà tout, donc c'était moins drôle. Mais j'en reviens justement à ce régime d'écrire 10 pages par jour. C'est presque votre réflexe vital, Bernard Werber. Oui, en fait, c'est une interview que j'avais lue de Frédéric Dard qui a dit, pour être un écrivain qui tient sur la longueur, il faut faire tous les jours 4h30, de 8h à midi et demi. Et je l'ai pris au mot. Je me suis dit, tiens, je vais profiter du fait que je suis étudiant, que j'ai les cours que l'après-midi. Je vais faire tous les jours 8h, midi et demi. Et à ce jour, après... Quelques années. Quelques années, oui, parce que j'essaie de réfléchir quand j'ai mis ce truc au point, mais j'ai mis ce truc au point à 16 ans. Et j'applique toujours cette chose-là. 1, sortir de chez moi, ne pas rester à la maison. 2, aller au café. 3, faire de 8h à midi de l'écriture. Et ce qui correspond à peu près à 10 pages. Et ce qui permet de faire un roman par an, pratiquement. Ouais. Et Frédéric Dard, il avait 3 machines. À l'époque, c'était des machines à écrire, des machines à boules. Il avait des boules plein de placards et il passait d'une maison à une autre et il écrivait ses 10 pages par jour d'une traite en ne sachant pas où il allait. Pour moi, c'est un très grand écrivain, Frédéric Dard. On parlait de Pierre Dac avant l'émission, qui est pour moi un être extraordinaire qu'il faut surtout pas oublier. Mais Frédéric Dard aussi, c'est un humour français intelligent, subtil. Et il faut se rappeler que ce sont aussi, on parlait des pères de la science-fiction, mais il y a les pères de l'humour. Et Frédéric Dard et Pierre Dac en font partie. Ouais, et Frédéric Dard a écrit un sang Antonio un jour par hasard pour parodier un roman policier américain. Et on sait ce que ça a donné. C'est devenu le personnage de sa vie. Alors, il y a aussi vos histoires. Et je crois que votre première histoire, quand vous aviez 8 ans, Bernard Werber, c'était pas une fourmi, mais une puce. Oui, c'était une rédaction libre. Alors j'ai dit rédaction libre parce que j'étais plutôt un mauvais élève et sur toutes les rédactions imposées, j'étais pas terrible. Mais là, le principe c'était raconter l'histoire que vous voulez sur le sujet que vous voulez. Et j'ai imaginé l'histoire, s'appelait Souvenir d'une puce. Et c'était l'histoire d'une puce qui racontait à la première personne du singulier comment elle escaladait un être humain des pieds à la tête. Et elle terminait dans les cheveux où il y avait une sorte de brousse dans laquelle elle rencontrait des poux. Et je me rappelais, c'était ça la chute, c'était le moment où le professeur m'avait dit, j'ai beaucoup ri à votre copie, mais il y a juste la première phrase qui allait pas. Et la première phrase, c'était, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et j'ai trouvé sur Internet un certain Joël Carobolante qui vient d'écrire la même phrase sur Internet pour l'histoire d'une pucelle qui voulait sauver le monde. Donc vous avez été plagié. Ah, vous avez eu un 0 quand même avec cette... Non, j'ai eu une bonne note. Et à cause des fautes d'orthographe, non? Ah oui, j'avais souvent des mauvaises notes à cause des fautes d'orthographe, mais on vit à une époque où il y a des correcteurs orthographiques automatiques. Donc, je pense que je faisais, même si je faisais des fautes d'orthographe, j'en fais moins que la nouvelle génération de jeunes qui, eux, comptent complètement sur le correcteur orthographique. Nous sommes d'accord. Et moi, je me souviens d'un dessinateur de génie, Lausier. Oui. Et ses bulles, il n'y avait que des fautes d'orthographe. Il était génial, mais il était fâché avec l'orthographe. C'était extraordinaire. Il y a un roman qui est rempli de fautes d'orthographe et c'est fait exprès, c'est Des fleurs pour Algernon de Danny Keyes. Et c'est des fautes d'orthographe qui... C'est le personnage qui est en bête, raconte l'histoire et on voit qu'il n'arrive pas à comprendre le sens des mots. Et vu que c'est un roman américain, donc c'est un Français qui a dû traduire des fautes d'orthographe américaines pour recréer le même niveau d'incompréhension. C'est performant. Alors, aujourd'hui, vous êtes un auteur au sommet, Bernard Werber, mais justement, la montagne a eu de l'importance pour vous, car c'est à la montagne que vous avez compris que vous étiez un auteur et un conteur. Alors, c'est dans un voyage à Saint-Gaudens, parce que je suis toulousain. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai discuté avec le directeur de votre radio. Ma première radio, c'était Sud Radio, mon premier interview, et j'avais 14 ans, et j'étais auteur de bande dessinée à l'époque. Mais le principe du roman, j'ai commencé à écrire Les Fourmis, et je me rendais compte que les gens, j'arrivais pas à les tenir.
Et c'est tout d'un coup quelqu'un qui m'a raconté une blague, on va pas avoir le temps, mais qui a un mécanisme de suspense. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut frustrer les gens. Faut leur dire, voilà, il y a quelque chose, je vous dis pas quoi, mais vous allez voir, en allant un peu plus loin, ça va vous surprendre. Et on fait que faire monter la sauce, et au final, il faut pas décevoir. Mais ce principe de mécanisme de surprise est lié aux blagues. Et pour moi, un bon roman peut être ramené à une blague. Voilà. Alors, en revanche, c'est pas une blague que vous avez fait en sautant dans d'un parachute, parce que vous avez fait un saut en parachute au sommet des pyramides, ce qui est absolument étonnant, et ce qui était pour vaincre votre peur, Bernard Werber. Vu que c'était il y a 2 ans, d'abord je ne saute pas du haut de la pyramide, en fait je sautais sur la pyramide. Voilà, je saute du haut d'un avion, c'était un Hercule égyptien, et on avait quand même 3 minutes de descente libre, et après le parachute s'ouvre. Quand ça s'ouvre, ça stabilise. C'est le moment où on descend à toute vitesse qui est un moment un peu surprenant. La sensation, c'est comme si vous ouvriez la vitre de votre voiture et que vous roulez à 270 km/h. Donc le vent, le bruit et la sensation de pression sur le visage est très fort, mais en même temps, tant qu'à faire, donc c'était mon premier saut en parachute, je l'ai fait au-dessus des pyramides grâce à Greg Crozier et Karine Joly, qui sont les champions du monde de parachutisme et qui m'ont dit il faut que tu testes ça. Voilà, et vous avez sauté sur des pyramides qui ont rétréci au fil des années. La pyramide de Khéops aujourd'hui, qui faisait 146 mètres, n'en fait plus que 138, et celle de Khéops qui faisait 143, n'en fait plus que 136. Tout se réduit de nos jours. Oui, sauf vos livres avec beaucoup de pages. Et on va continuer à en parler à travers une autre date, le 23 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Werber, une double actualité, une encyclopédie du savoir relatif et absolu, et un roman, La valse des âmes, un roman et un essai donc chez Albin Michel dont on va parler longuement tout à l'heure, les deux. Mais j'en viens à une autre date de votre vie très récente, le 23 octobre 2024, un lieu que Sheila a chanté. On voit sur la scène les chanteurs qu'on aime. Sheila qui avait fait ses adieux en 89 et son retour devant une foule hystérique en 98. Il y avait des banderoles partout, Sheila on t'aime. Et c'est vrai que l'Olympia, c'est une salle mythique où il y a quelques jours à peine, vous avez mis les pieds pour la première fois. Alors d'abord, c'était le plus beau jour de ma vie et ça me fait plaisir que vous en parliez. C'est le plus beau jour de ma vie parce que j'ai fait le spectacle devant 2000 personnes et que la salle était complète et que jusqu'à la fin, je me suis dit... Est-ce qu'on va arriver à la remplir? Parce que c'était un challenge, j'ai un producteur, il y a une harpiste qui est avec moi, et c'était un gros enjeu. Et une fois qu'après je savais que la salle était complète, il fallait savoir est-ce que je vais arriver à leur faire vivre toute l'aventure que j'ai envie de leur faire vivre. C'est pas un spectacle d'humour, c'est pas une conférence, c'est un vrai truc, c'est un vrai show. Un show très particulier, oui, que vous avez inventé après votre roman La boîte de Pandore. Oui, c'est-à-dire l'idée c'était de voir est-ce que je peux proposer des méditations guidées, j'en propose 4, accompagnées à la harpe, et la 4e, et la plus délicate, propose aux gens de visualiser leur vie antérieure. Ça marche pas sur tout le monde, ça marche sur 70% des gens, mais ceux sur lesquels ça marche, je peux vous dire que ça leur fait une impression énorme. Et comment est venue l'idée de passer du livre à la scène? Il y a eu d'autres théâtres et l'Olympia ensuite. Alors... Au début, c'est Patrick Beau qui m'avait invité à un truc qui s'appelait La Veillée. Et il m'a dit, c'est l'endroit où on devait raconter la chose la plus extraordinaire qui nous est arrivée dans la vie. Et je me suis retrouvé sur scène face à 500 personnes. Et là, j'ai raconté une anecdote qui est arrivée dans ma jeunesse quand j'ai failli être tué par quelqu'un qui m'a pris pour quelqu'un d'autre. En Corse, à 14 ans. En Corse, voilà. Et j'ai vu que les gens étaient passionnés par ça. Je me suis dit, ça me plaît vraiment. Je crois que c'est la prolongation de mon métier d'écrivain. C'est conteur. Et... quand j'écris, je sais pas si les gens, je les tiens, je sais pas s'ils rient, je sais pas s'ils sont tenus par l'histoire, mais là, je le voyais en direct. Et je me suis dit, ça, j'ai envie de le continuer. Donc, j'ai continué au Théâtre des Feux de la Rampe, puis au Théâtre des Trois Baudets, et après, ça a pris en ampleur, puis à la Gaîté Montparnasse, et là, l'Olympia, c'était le summum. Je fais aussi une tournée en France, dans toute la France, oui. Voilà. Il se trouve que le Théâtre des Trois Baudets, vous avez pratiquement débuté, parce que c'est le premier grand théâtre où vous êtes passé. Il y a quelqu'un qui est arrivé en 54 et qui est passé... Attendez, Brassens ou Boris Vian? C'est Brel.
À Brel. Et Brel, les critiques ont dit, nous signalons M. Brel qu'il existe d'excellents trains pour Bruxelles. Et ça s'est arrangé très vite ensuite. Mais ça crée des résiliences et on se dit on va leur montrer à ces cons qu'ils n'ont rien compris. Voilà. Mais sur cette scène des Trois Baudets, il y a eu Brel, il y a eu Brassens, il y a eu De Vos, c'est Béard, enfin c'est extraordinaire. C'est Mathias Malzieu qui était le patron, le directeur, le travail qui m'a dit viens, mais je te verrai bien avec une harpiste. Et c'est là où il m'a présenté Francoeur et j'ai compris que mon spectacle allait prendre une dimension beaucoup plus poétique et artistique avec cette chanteuse et cette harpiste extraordinaire qui est Francoeur. Et quand on était à l'Olympia, donc cette fameuse date du 23 octobre 2024, je peux vous dire que elle a mis là en transe rien que par sa manière de chanter et de jouer de la harpe. Et après, ma voix était toute douce et sa musique était extraordinaire. Et maintenant, je verrai plus le spectacle sans elle. Voilà. Et ce spectacle, justement, il n'y a pas de décor, il y a une harpiste, il y a vous sur scène. Ouais. Et souvent, vous êtes assis sur le rebord de la scène pour parler doucement aux gens. Tout le spectacle, c'est l'avantage aussi d'avoir un micro, c'est que je les amène à rêver, à faire un rêve éveillé. Donc, j'ai pas besoin de porter ma voix, j'ai juste besoin de les mettre dans un état de douceur et de tranquillité. Mais ça se fait naturellement. Je j'ai jamais conscientisé ça. Mais les gens me disent c'est votre voix qui me porte. Mais c'est la situation qui fait que les gens écoutent la voix. C'est le seul fait de fermer les yeux, ça fait que déjà on se calme. Ensuite, je leur apprends à respirer. Donc, fermez les yeux, respirez. Déjà, on résout 30% de tous nos problèmes. Et après, quand une voix vous dit « détendez-vous », imaginez par exemple une île dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle il y a un message de votre inconscient qui vous attend. C'est pas de la magie, c'est pas de l'hypnose, c'est juste de la visualisation et ça marche. Voilà. Vous appelez ça du tourisme spirituel. Oui, parce que ça n'a pas plus de prétention, ça n'a surtout pas une prétention de soigner, ça a juste une prétention d'aller voir des décors différents, de transformer les spectateurs en réalisateurs de cinéma. Et spectateurs qui viennent par le bouche à oreille, parce qu'il y a eu très peu de publicité sur ce spectacle, Bernard Verbier. C'est vrai, d'ailleurs ça me fait plaisir d'en parler ici maintenant sur Sud Radio, c'est que c'est vrai que ce spectacle, vu que c'est pas du théâtre, c'est pas de l'humour, en fait je pense que peu de gens savent comment en parler. C'est un objet théâtral non identifié. Exactement. Il se trouve que vous évoquez les vies antérieures, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le mot réincarnation date du 19e siècle seulement. Avant, on parlait de métempsychose. Et métempsychose, celui qui a lancé ce mot, c'est Pythagore, qui est connu pour le théorème de Pythagore. Mais Pythagore commençait à parler de réincarnation avant Bouddha. Bouddha, ils sont contemporains tous les deux. Mais Pythagore, il existait en Occident une culture de la vie antérieure et de la réincarnation, et ça a toujours fait partie de nos civilisations. Et naturellement, beaucoup de gens se moquent de vous en disant qu'est-ce qu'il nous raconte là, Bernard Verbier. Écoutez, non, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup qui se moquent de moi. Je crois qu'ils comprennent pas très bien ce que je fais. Et ceux que ça plaît viennent au spectacle et ils vivent l'expérience. Ce que je leur dis, c'est la meilleure manière de vous faire une opinion sur la réincarnation, c'est de le tester. Un peu comme si vous voulez savoir ce que c'est que nager, jetez-vous à l'eau, vous verrez bien si ça flotte ou si ça flotte pas. Et ce n'est pas de l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est la même technique qui consiste avec la voix à guider les gens. Mais l'hypnose a une visée pour faire un peu l'hypnose de théâtre, pour leur faire la poule ou pour faire le bébé. Ça m'intéresse pas de faire rire les gens en se moquant d'une personne. Et puis là, il y a toute la salle qui réagit. Et en même temps, après chaque guidance, je leur fais faire de la gym pour être sûr qu'ils sont bien rentrés. Et deux, je descends auprès d'eux pour leur demander de raconter ce qu'ils ont vu. Donc, j'ai les récits des vies antérieures, des spectateurs sur lesquels ça a marché. Et rien que ça, c'est déjà un spectacle extraordinaire. Voilà. Il se trouve que l'hypnose, il y a quelqu'un à l'Olympia qui a fait un triomphe pendant plusieurs mois. C'était Dominique Webb à l'époque. Oui. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens qui faisaient monter sur scène étaient des complices. C'est que c'était un show extraordinaire, mais totalement préparé à l'avance. Il y a beaucoup de triches, mais tout simplement, vous savez, en regardant les gens qui sont suggestionnables, et en général souvent les hypnotiseurs font ça avant le spectacle, et ils sélectionnent les personnes qui sont réceptives, et comme ça après ils les font monter sur scène, ils savent déjà qu'ils ont les bons clients. Mais à mon avis, parce que j'étais journaliste scientifique avant, je dois vous dire, sur l'hypnose, je pense que ça marche sur 50% des gens. C'est-à-dire que la moitié des personnes qui viennent à un spectacle d'hypnose ne sont pas réceptives et ça ne marchera pas sur eux. Mais
évidemment, l'hypnotiseur ne présente que ceux sur lesquels ça marche. Et tout le monde se dit, ah, ça a l'air de marcher sur tout le monde. Mais moi, dans mon spectacle, je leur dis, ça a marché sur 70% des gens, un peu plus parce qu'ils sont motivés, mais ça marchera pas sur tout le monde. Et ceux sur lesquels ça marche pas, juste ne dérangez pas les autres. Alors, il se trouve aussi que la réincarnation, ce phénomène, vous l'avez découvert, Bernard Werber, en 1998, avec un musicien qui se prénommait Bernard et qui avait travaillé avec Bernard Lavilliers. Oui, Philippe Leroux. Mais il m'a proposé de faire un voyage dans ma vie antérieure, ça durait 1 heure. Et moi, vous savez, je suis un raconteur d'histoire. Je me suis aperçu que la guidance me faisait que mon inconscient me racontait une histoire. Et l'histoire était vraiment très jolie puisque je me suis retrouvé en Atlantide à vivre une grande histoire d'amour. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, ok, je m'en fous que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. J'ai une super histoire pour écrire et ça m'a inspiré la boîte de Pandore bien plus tard. Mais surtout, ce que je me suis aperçu, c'est que j'ai adoré cette expérience. Et c'est un peu pour ça que quand je fais le spectacle, c'est que j'offre aux gens le truc qui m'a le plus amusé. C'est comme si j'étais parachutiste professionnel. Je me dirais, bien, vu que ça m'amuse, je vais inviter les autres à faire pareil. Et il y a une autre chose qui est importante pour vous dans votre vie, c'est le rêve ludique. Alors, non, le rêve lucide. Lucide. Alors, le rêve lucide, ça consiste, juste avant de s'endormir, à se dire, je ne sais pas de quoi je vais rêver, mais à un moment, je vais me dire, ok, là, je suis en train de rêver et je vais prendre le contrôle de mon rêve. Et c'est une technique qui a été mise au point par les Sénoï, qui est un peuple de Malaisie. Et j'avais écrit un article dessus quand j'étais journaliste scientifique. Et je me suis mis à le pratiquer. Mais je le pratique, enfin, je réussis cette performance que rarement, mais c'est toujours ce lien à l'inconscient. Le rêve, c'est le moment où vous êtes connecté à votre inconscient, et votre inconscient, à mon avis, sait des choses et a envie de vous amuser. Il faut juste lui donner cette possibilité, et c'est possible par mon spectacle qui s'appelle VIE, ou par le rêve lucide. Voilà. Et le rêve lucide, d'ailleurs, il y a une statistique qui montre que près de la moitié de la population a fait au moins une fois dans sa vie l'expérience du rêve lucide. Est-ce que vous, Jacques, vous l'avez déjà fait? Jamais, mais moi je n'arrive pas à me rappeler des rêves. À me rappeler des rêves, non. Le rêve éveillé, c'est de vous avoir à ce micro. Juste, dans le spectacle, je commence par demander qui c'est qui note ses rêves le matin, qui se souvient de ses rêves, qui a du mal à dormir, parce que c'est le lien à l'inconscient et que tout le spectacle va être basé sur ce concept. On va se connecter à notre inconscient pour voir ce qu'il a à nous raconter. Voilà. Et nous, on va pas s'endormir sur ces lauriers, sur vos lauriers, mais évoquer une date qu'on retrouvera tout à l'heure, le 26 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Werber. Alors, en général, je parle dans la dernière séquence du livre. Là, on va faire 2 séquences parce qu'il y a 2 livres en même temps. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu, livre 13 à 18 chez Albin Michel, qui est sorti le 26 septembre, comme le roman. Pourquoi d'ailleurs un livre et un essai en même temps? Alors, l'essai, c'est-à-dire dans Les Fourmis, il y avait déjà l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Oui, c'est là-dedans. Voilà, c'est toutes les petites informations extraordinaires, peu connues, qui peuvent intéresser le lecteur. Et en fait, c'était tous mes résidus entre guillemets, de mon époque de journaliste scientifique, où j'avais... en fait, je prolongeais un travail que j'avais commencé déjà à 13 ans. C'est noter tout ce que je découvre que les gens ne savent pas ou qui me semble marrant. Et quand j'ai fait Les Fourmis, je me suis dit, imaginons que les gens ne s'intéressent pas à mon intrigue, je vais leur mettre comme des petits apéros au milieu du repas, ou comme des petites milliardises au milieu du dessert, en plus du dessert, et je vais rajouter un petit truc en plus. Et mon éditeur m'a dit, écoute, ça plaît vraiment, encyclopédie, on pourrait en sortir une version isolée. Et ça donnait le premier volume. Et après, il y a des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, ah, j'adore ce que vous faites, j'ai lu l'encyclopédie. Pour moi, c'était juste les petits trucs rigolos à côté du roman. Et puis, au bout d'un moment, j'assumais, je me suis dit, bon, les gens aiment l'encyclopédie. Donc, il y a eu un premier volume, qui était le livre bleu. C'est pour ça qu'il y a ce nom. Bon, ça signifie les romans qui ont inspiré cet opus, voilà. Et donc là, c'est le 2e volume dans lequel il y a tous les autres romans qui n'ont pas été cités dans le premier. Alors, j'en reviens à votre métier de journaliste scientifique, parce qu'au départ, ça a été vos débuts, vous étiez pigiste, et vous avez traité des sujets que personne ne traitait. Notamment, je crois que vous avez été un des premiers, Bernard Werber, à parler de l'intelligence artificielle. Ah oui, non mais à l'époque, vous savez, quand j'ai démarré au Nouvel Obs en 83, j'avais un ordinateur et les gens me prenaient pour une sorte de scientifique. C'est-à-dire avoir un ordinateur, ça voulait dire qu'on était une sorte de professeur Nimbus. Et
rapidement, j'ai contacté les informaticiens qui m'ont commencé à me parler d'intelligence artificielle, et j'ai vu notamment, j'ai rencontré un ami une personne qui est devenue un ami qui s'appelle Francis Friedman, qui m'a dit la prochaine étape c'est la conscience artificielle, c'est le moment où l'ordinateur prend conscience de qui il est, comment il est né et comment il risque de mourir. Et ça, j'avais déjà commencé à écrire là-dessus, donc dans 1983, et les gens, ça leur semblait la science-fiction, et je savais qu'on allait y aller très vite. Mais on y est arrivé aussi vite que vous le pensiez ? Quand j'ai vu ChatGPT, il y a eu un petit saut. Je me suis dit, ok, ils ont sauté une étape intermédiaire, et là on est passé directement de Google ou des systèmes experts à un système qui recoupe plein d'informations dans la forme, dans le fond, et c'est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, j'avais testé un roman, c'était Le Temps des Chimères. J'ai demandé à ChatGPT, vas-y, écris-moi un premier chapitre sur le thème des hybrides à la manière de Bernard Werber. Et je me suis aperçu que ça écrivait mieux que moi. Donc, sur la forme, je pense que ChatGPT est meilleur. C'est sur le fond qu'il ne pourra jamais nous égaler. C'est-à-dire que les systèmes d'intelligence artificielle ne font que copier ce qui existe déjà. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à inventer des systèmes nouveaux qui n'existent pas. Il y a eu un match sur une épreuve de philosophie du bac avec Raphaël Enthoven et l'intelligence artificielle, et ça a été noté de façon anonyme par des écrivains célèbres. Eh bien, il a eu 20 sur 20 Raphaël, et l'intelligence artificielle a eu 11 sur 20. C'est encourageant. Sur la philosophie, je pense que c'est très subjectif. J'étais très mauvais en terminale, et j'ai eu une super note au bac. Donc, ça dépend sur quel correcteur on tombe. Il faudrait peut-être prendre un système plus objectif encore que celui qui a été pris. Alors, j'en reviens à cette encyclopédie du savoir relatif et absolu. Il y a un certain personnage qui est Edmund Wells, qui est l'auteur de ce livre officiellement. Et ça, c'est un personnage que vous avez inventé et qui est resté. Oui, parce que je voulais pas assumer que je suis un puits de science et puis aussi, ça s'appelle relatif et absolu, parce que je suis conscient que certaines informations, dans l'absolu pour tout le monde, ne sont pas sûres. On nous annonce, le Covid aura au moins eu cet avantage de nous montrer des scientifiques qui sont pas d'accord entre eux. Parce que avant les systèmes de réseau informatiques, on croyait que dès que le type avait un titre et dès qu'il disait qu'il était professeur ou qu'il avait une blouse blanche, ce qu'il racontait, c'était certain. Et moi, en tant que journaliste scientifique, je me suis aperçu que la plupart des informations, en fait, c'est souvent des intuitions très fortes, mais ce n'est pas des certitudes. Il n'y a rien de certain. Alors, il y a plusieurs exemples dans ce livre. Il y a d'abord Pythagore. Pythagore, c'est mon idole. Voilà. Et là, on apprend des choses sur Pythagore. C'est-à-dire que la musique... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est lui qui a inventé ça. Voilà. Et la philosophie aussi. Le mot philosophie et le mot mathématique, c'est lui qui les a inventés. Végétarisme, voilà. Le fait de ne pas manger d'animaux. Il a inventé aussi l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait de considérer que le Soleil est au centre de l'univers et non pas la Terre. Et dans tous les domaines, il était innovant. C'était lui qui a créé la première école où les femmes, les esclaves et les étrangers sont admis. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est le théorème de Pythagore, qu'on lui attribue à tort, puisque ça existait déjà en Égypte, mais par contre, lui, il a été formé là-bas. Il n'a jamais prétendu, j'ai inventé un théorème. C'est plus tard les historiens qui ont dit, tiens, il utilise ce théorème, donc on va dire que c'est le théorème de Pythagore. Voilà, et c'est exactement comme la ligne Maginot. Maginot était ministre de la guerre, il est mort avant que la ligne soit décidée, et ça a été baptisé, cette ligne Maginot, alors qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et il y est pour rien. Vous m'apprenez quelque chose. Je savais aussi sur Guillotine, Guillotin n'a jamais inventé la guillotine, c'est juste le député qui a dit on devrait utiliser ça, c'est plus humain. Voilà. Mais c'était Louisette, celui qui l'a inventé, il s'appelait et puis dans ce livre, je constate aussi qu'une chanson à succès est totalement à côté de la plaque. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? France Gall, qui ne voulait pas enregistrer cette chanson, qu'il a enregistrée contraint et forcé par son père. Elle ne voulait pas qu'elle sorte, et elle a fait 1 million d'exemplaires. Mais Sacré Charlemagne, c'est bidon. Déjà, les écoles existaient bien avant. C'est juste à un moment, Charlemagne, qui lui-même était plutôt analphabète, a dit il faudrait ouvrir un peu plus les écoles aux gens qui sont pauvres, parce que là, visiblement, c'est plutôt que les riches qui y vont. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mais après, on s'est dit tiens, il a ouvert les écoles, donc on a dit
Avant, les gens n'allaient pas à l'école et tout d'un coup, ils vont à l'école. Mais non, c'est beaucoup plus relatif que ça. Voilà. Et il y a l'Odyssée aussi, avec Homère. Alors oui, on considère qu'Homère est le plus grand écrivain de l'histoire occidentale. Or, Homère est né aveugle, donc il n'a jamais vu de sa vie, donc il n'a jamais pu écrire. Et c'était un conteur, on appelait ça un aède. C'est-à-dire, il racontait des histoires, il y a quelqu'un qui l'a noté et qui a dit, voilà, Homère raconte ça. Et puis, c'est resté, on lui a attribué. Voilà, et il y a un humoriste qui a dit un jour, est-ce que l'Homère d'aujourd'hui vaut l'Homère d'alors? Mais c'est autre chose. Alors, c'est Pierre Dac, non? C'est Pierre Dac. Voilà. Alors, il se trouve aussi que dans ce livre, on apprend plein de choses, notamment sur l'espérance de vie, qui date de 1740. Enfin, en 1740, on avait une espérance de vie très faible. C'est peut-être le plus grand avantage. Tout le monde se plaint de nos jours d'être dans un monde avec de la pollution, la guerre et tout. Mais il faut prendre conscience que avant, au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de l'ordre de 40 ans. Et maintenant, l'espérance de vie est de l'ordre de 80 ans. Donc, on a gagné le double de vie. C'est-à-dire, on joue 2 fois plus longtemps de ça. Et on va peut-être même sur 3 fois plus longtemps avec un 120 ans qui a l'air envisageable. Si on fait du sport, si on fait un métier intéressant, si on vit comme nous deux, à faire des choses qui nous donnent envie de nous lever le matin et qui nous donnent envie d'essayer de nous surpasser, je pense qu'on peut vivre très longtemps. Et puis dans ce livre, il y a plein d'informations que vous avez collectées sous le pseudonyme d'Edmond Wells, et il y a notamment sur les chats, votre passion. Il y a beaucoup d'informations sur les chats, et notamment sur les premiers contacts entre l'homme et le chat, qui remontent à presque 1 millier d'années. Oui, non, beaucoup plus qu'un millier d'années. Je crois me rappeler, c'est plutôt de l'ordre de 30 000 ans. Mais le chien était apparu, je sais que c'était le double, c'était 60 000. Mais là, j'ai pas la mémoire précise des chiffres, c'est dans le livre, comme ça, oui. Ça donnera envie à nos auditeurs d'aller voir. Mais c'est le double. Je sais que les chiens sont apparus très très tôt. Et c'est pour ça que notamment les chiens sont capables de mimer les visages humains, parce qu'ils sont tellement habitués à vivre avec les humains qu'ils ont pris ces faciès, alors que les chats, eux, n'ont pas de mimique humaine. Mais en même temps, les chats, et vous l'expliquez dans ce livre, perçoivent d'intimes vibrations dans l'air, Bernard Werber. Grâce à leur moustache, ils perçoivent beaucoup plus d'informations. Déjà, ils voient dans le noir. Ensuite, ils entendent beaucoup plus, ils ont une gamme de réception de son beaucoup plus forte. Et ensuite, ils ont les vibrisses qui leur permettent de sentir que quelqu'un arrive derrière eux, même s'ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. C'est, au point de vue système sensoriel, 10 fois plus puissant qu'un être humain. Voilà. En même temps, ils retombent sur leurs pattes et vous expliquez dans ce livre pourquoi. Parce qu'ils peuvent monter, mais ils peuvent pas descendre. Ils ont des griffes qui sont tournées vers la montée, et ils ont aussi tout un système de reconstruction des os, c'est-à-dire en imaginant qu'ils tombent et qu'ils se cassent des os, ils peuvent ressouder plus rapidement grâce notamment au ronronnement. Cette vibration qu'ils émettent en ronronnant accélère la soudure des os. Et dans ce livre aussi, Bernard Werber, vous évoquez les Montgolfières et Joseph Montgolfier, c'était dans une grande famille, encore plus grande que celle de Mireille Mathieu, je crois qu'il y avait 16 enfants, et qui a été le premier à inventer justement la Montgolfière. Oui, c'est une aventure extraordinaire, et par chance, elle est française. Mais il y a eu un vol de la première montgolfière qui a été fait devant Louis XVI, et dans lequel ils ont tiré au-dessus de Paris cette montgolfière qui était en papier, alors que c'était le feu qui produisait la chaleur qui lui permet de monter. Donc ça veut dire qu'il y avait un risque que le feu prenne au papier, c'était quand même assez dangereux. Ouais. Et le premier journal télévisé, Pierre Sabag a voulu réaliser un reportage sur une montgolfière. Ils sont montés, et ils sont tombés sur un fil électrique et ils sont tombés. Wow. Et miraculeusement, ils sont tombés dans un champ, il n'y a pas eu de blessés. Mais le premier journal télévisé en 49 a failli être le dernier. La montgolfière a une particularité, c'est que ce n'est pas un dirigeable. C'est-à-dire que quand vous montez, vous savez pas où vous allez, c'est les vents qui vont vous diriger. Il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de volant. Donc vous montez, et puis vous savez pas. C'est le seul moyen de locomotion où vous savez pas où vous allez atterrir. Alors, quand on atterrit dans le métro, en revanche, il y a beaucoup de monde. Et vous évoquez le métro à la gare de Tokyo. C'est absolument surréaliste, Bernard Werber. Ah, ça, je l'ai vu. Il y a des pousseurs. Mais toute la population admet ça. C'est... Oh, je pense que chez nous, on va finir par en avoir des pousseurs aussi. Parce que le métro, c'est quand même le seul endroit où vous êtes en contact avec plein d'humains.
et tout le monde trouve ça normal, en train avec peu d'air. Enfin, j'ai toute une réflexion sur le métro et surtout le fait qu'un homme préhistorique verrait des humains en train de s'engouffrer dans le métro, il se dirait ah bon, toute l'évolution nous a amené à subir un endroit où on est compressé et où on n'a pas d'air, alors que nous, hommes préhistoriques, on est dans la nature et on peut respirer de l'air pur. Et puis vous évoquez un phénomène qu'on ressent tous aujourd'hui, c'est le phénomène du déjà-vu, Bernard Werber. Elle a déjà vu, et peut-être l'une des meilleures explications de la réincarnation, quand vous arrivez dans un endroit où vous avez l'impression que vous avez déjà été, ou quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Ça arrive souvent, ça. Ça vous arrive souvent. Souvent. Mais on a l'impression que c'est un moment où on n'est pas attentif. Justement, il faut être attentif à notre capacité à nous sentir dans un monde qu'on connaît déjà. Et c'est ce qui me plaît dans la théorie de la réincarnation, c'est qu'on est juste censé se souvenir de ce qu'on sait déjà. Voilà. Alors, on sait beaucoup de choses grâce à vous dans ce encyclopédie du savoir relatif et absolu, mais il y a aussi le même jour un autre livre, et on va l'évoquer dans quelques instants, avec la même date, 26 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Werber. On a donc évoqué l'encyclopédie du savoir relatif et absolu sorti le 26 septembre chez Albin Michel, l'essai, et le même jour un roman, La valse des âmes, un roman qui est finalement la conséquence de tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé, par exemple l'Olympia. C'est vraiment partie aussi de l'Olympia et de toutes vos recherches sur l'âme et sur les vies antérieures. Oui, enfin ça fait longtemps que je réfléchis sur ce sujet. C'était à un moment, quand j'écris État-Intonote, où j'imaginais comment, après la mort, on partait, on était jugé, on se réincarnait, je me suis dit... quand même, il y a un domaine romanesque extraordinaire. C'est que cette vie ne serait pas comme un film, mais serait comme le feuilleton d'une série, et qu'il y a plusieurs saisons. Et j'avais rencontré une médium qui m'avait dit « J'ai 111 vies », donc là j'en suis à 112e. Je lui ai dit « Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tant que romancier, j'adore cette histoire. » Et elle m'avait raconté plusieurs de mes vies, dont une où j'étais femme de harem, une où j'étais samouraï. Je lui ai dit « Je m'en fous que ce soit vrai ou pas vrai. Quand j'étais journaliste scientifique, il fallait que je sois sûr, ou en tout cas que ce soit fortement probable. Mais en tant que romancier, c'est juste, est-ce que c'est de la matière pour raconter une jolie histoire et faire rêver ? Oui, et en plus, c'est une objectivité totale. Le romancier n'a pas à prendre position, Bernard Werber. Ah oui, mais surtout que je crois que chaque être humain, on a un rapport à la mort et à la réincarnation et à la destinée qui est différent. Dans La valse des âmes, j'évoque notamment les bibliothèques akashiques, qui est un concept fabuleux dans lequel, en fait, il y aurait une grande bibliothèque dans laquelle notre vie est inscrite comme un roman dans une bibliothèque, et on peut voir dans ce livre toutes nos vies antérieures. Et c'est au Tibet, je crois, non ? Alors, au Tibet, ils ont découvert depuis peu une sorte en effet, de grande bibliothèque dans laquelle il y a le récit de plein de vies. Mais dans mon roman, mon héroïne, elle va partir et découvrir cette bibliothèque akashique qui est dans l'espace. Et elle va découvrir que c'est un endroit où, en effet, sont stockés les 80 milliards de récits, puisque actuellement, on pense qu'il y a eu 80 milliards de personnes qui sont nées sur Terre. Il y a 8 milliards de vivants, mais il y en a eu 80 milliards qui sont décédés. C'est fou. Alors, s'il se trouve que cette histoire, la valse des âmes, c'est une longue histoire d'amour qui mériterait d'entrer dans le livre des records, puisqu'elle a débuté voici 120 000 ans. Oui, la première scène, c'est une scène d'ouverture, ça passe à la préhistoire, et en effet, il y a un homme et une femme qui vont se rencontrer et qui vont essayer de s'aimer, mais qui vont pas y arriver. Et après vie, ils se retrouvent jusqu'à de nos jours où ils arrivent à se reconnaître, à se rappeler qu'ils ont vécu tout ça, et ils essaient à nouveau. Et bon, après, c'est tout le principe du roman, c'est est-ce qu'ils vont arriver à s'aimer dans cette vie, sachant que dans toutes les précédentes, ils n'y sont pas arrivés. Voilà. Et c'est un roman où justement, elle est à la recherche de son âme sœur, et les âmes sœurs, ça vous touche beaucoup, Bernard Werber. Alors, il y a un concept, un de mes personnages qui dit, est-ce qu'on a vraiment intérêt à rencontrer son âme sœur ? Parce que sinon, on supportera plus de la perdre, on supportera plus, on aura tout le temps. Si l'autre disparaît, on vivra très très mal. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à vivre cette grande histoire d'amour que tout le monde promet avec la personne qui est notre âme sœur ? Ou est-ce qu'on a c'est un questionnement que se pose mon personnage. Il se demande à un moment, est-ce que le fait qu'il ne doit jamais
donc ça s'appelle Eugénie Toledano, le fait qu'elle n'a jamais réussi à faire un couple avec son âme sœur, est-ce que quelque part c'est pas un souhait de son âme de peur que l'amour les rende trop fusionnels? Oui, mais en même temps, quand on rencontre son âme sœur, et c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, on sait immédiatement que c'est elle. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est arrivé, oui, et vous aussi? Je crois. Voilà, mais donc... maintenant, on le saura quand on arrivera là-haut, quand on regardera notre petit livre dans la bibliothèque cachée, on dira, ah bah, vous l'avez rencontré. Oui, car là, dans ce roman aussi, Bernard Werber, vous parlez beaucoup du paradis et de notre arrivée au paradis, qui est une chose où on répond à 3 questions. Alors, les 3 questions, c'est qu'as-tu fait de tes talents? C'est dans la Bible. La deuxième question, c'est qu'as-tu appris? Et la troisième question, c'est qui as-tu aimé? Ça me semble en effet peut-être le résumé d'une existence. Déjà comprendre quels sont ses talents. 2, une fois qu'on les a compris, est-ce qu'on arrive à les utiliser? 3, est-ce qu'on arrive à aimer? Et 4, et ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Parce que le contraire d'une vie où on apprend des choses, c'est une vie où on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'on ne fait juste que répéter ce que disent les autres et on n'expérimente pas, on n'avance pas. La pire chose qui puisse arriver dans une vie, c'est qu'il ne se passe rien. Mais on dit toujours que les jours où on n'apprend rien sont de mauvais jours. Mais il y a cette expression, j'espère qu'il ne t'arrivera rien. Moi, j'espère à tout mon entourage qu'il leur arrivera des choses qui vont les faire évoluer et qui vont leur donner envie d'apprendre. Alors, dans ce roman, justement, La valse des âmes, votre héroïne va aller dans le passé pour comprendre le présent, pour trouver les clés du présent. Oui, elle va découvrir, par l'inspiration de son père, ce qu'elle s'appelle les voyages intérieurs expérimentaux, les VIE, c'est le même nom que le spectacle. Et là, elle va comprendre qu'il y a des informations sur elle-même qu'elle peut retrouver rien qu'en fermant les yeux et en se retrouvant dans ses vies antérieures. Donc là, elle va en explorer, dans la valse des âmes, elle va en explorer 4. Sa vie préhistorique, sa vie à Sumer, sa vie en Égypte et sa vie en tant que Pythagore. Et chaque fois, son thème de prédilection, c'est l'écriture, les livres et les bibliothèques. Elle bâtit des bibliothèques, elle adore les bibliothèques et elle a envie qu'il y ait des endroits où les connaissances sont réunies et diffusées. D'ailleurs, le livre est dédié aux bibliothécaires et aux libraires pour qui vous avez une attache particulière. C'est un combat qui est pas si simple. J'ai l'impression qu'on croit que maintenant le livre est sauvé, que plus personne ne remet ça en question. J'ai l'impression au contraire qu'il y a plein de pays où on trouve plus de librairie, il y a plein de gens qui ne lisent plus, et c'est dangereux. Il faut arriver à donner aux jeunes l'envie de lire pour qu'ils soient libres. Les gens qui lisent pas, c'est des gens qui font que subir des systèmes de vidéos avec des publicités et qui au bout d'un moment ne sont juste que des consommateurs. Et dans consommateur, il y a sommateur et il y a con. mais le livre, c'est ce qui nous rend intelligents et surtout, il faut donner envie de lire aux jeunes. Voilà, et ça, c'est le travail de certains libraires qui aujourd'hui se battent, et vous le savez, et vous les défendez, pour conseiller aux jeunes des livres. Ce qu'on d'habitude, il fut un temps, je viens de Frédéric Tadei qui m'a dit il avait un compte ouvert enfant chez un libraire de Boulogne, et le libraire lui conseillait des livres. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Oui, et puis renoncer à cette idée qu'il faut forcer les jeunes à lire des livres ennuyeux ou difficiles. Il y a un moment, il faut juste leur proposer de lire des livres sympas. Pour moi, lire doit être associé à la notion de plaisir. Il faut pas leur dire, voilà, faut que tu lises ce vieux livre parce que c'est un livre important. Il faut leur dire, faut que tu lises ce livre parce tu vas avoir du plaisir à le lire. Alors, le plaisir, justement, en lisant La valse des âmes, c'est qu'on passe, d'abord, c'est une longue histoire, on passe quelques jours avant l'Apocalypse et quelques jours après. C'est le découpage en chapitres. Oui, chaque chapitre est une journée qui avance vers la journée fatidique annoncée dès le début du risque d'apocalypse. Et vous savez, apocalypse, c'est un mot déjà qui est intéressant dans son étymologie. Apo, ça veut dire révélation, et calypso, du voile, donc le lever du voile. Et cette idée d'apocalypse, ça veut dire nous vivons dans un monde de mensonges où tout est caché, et le moment où ces mensonges seront révélés et que on saura la vérité, ça risque de faire la fin du monde parce qu'on sera pas, ça va nous bouleverser. Et là, mon héroïne essaie, en tout cas, d'empêcher les forces de l'ombre, du mensonge, de gagner. C'est chaque fois que j'allume les actualités, je sens bien qu'il y a une pression pour
j'allais dire, pour qu'il y ait des conneries qui soient diffusées, qui sont complètement fausses. Et il y a un combat entre la lumière et l'ombre, et il y a un combat contre l'obscurantisme, et ce combat contre l'obscurantisme n'est pas du tout gagné, parce que ça nous apparaît sous des formes séduisantes, comme si l'obscurantisme était une forme rock'n'roll ou sympathique de manière de voir le monde. Et c'est pour ça que les forces de lumière doivent vraiment se réunir pour tenir et ne pas laisser l'ombre gagner. Voilà. D'ailleurs, le slogan de Sud Radio, c'est « Parlons vrai ». Ça correspond exactement à ce que vous dites. Et c'est pas si facile. On est bien d'accord, mais on le fait. Alors, ce qu'on aperçoit aussi en découvrant votre livre, La valse des âmes, c'est finalement que la sauvegarde de la nature, c'est pas un phénomène nouveau, comme d'autres phénomènes. En tout cas, la nature est l'école même de la vie. Et c'est dommage qu'il y ait un parti écologiste. C'est dommage qu'il y ait il soit besoin d'y avoir un truc politique pour aller vers une évidence. Nous sommes des animaux, nous sommes dans la nature. En fait, c'est comme s'il y avait un parti pour se laver le matin. Aimer la nature, aimer les animaux, et se sentir animal au milieu des autres animaux, c'est quelque chose qui devrait être évident. Et le fait qu'on se sente déconnecté, qu'on commence à être stressé, qu'on a besoin de médicaments et tout, c'est juste qu'on s'est coupé de nos racines. Et dans la plupart de mes livres, y compris Les fourmis, le premier, ce que je dis, c'est « Attendez, nous ne sommes pas des animaux qui vont dans le béton, dans les voitures, dans le métal et dans le verre. Nous sommes des animaux qui sommes connectés à ces arbres, à ces forêts, et si nous détruisons tout ce milieu, et si nous vivons sans animaux, si nous vivons complètement coupés de la nature, nous allons devenir fous. Donc il est nécessaire de se rappeler qui on est. Et moi j'aurais rêvé qu'il y ait un parti écologiste qui soit réellement écologiste, pas juste un parti qui fasse juste de la politique politicienne, mais qui se disent « Attends, et rappelons-nous, nous sommes des animaux et nous devons avoir de l'air pur, devons avoir de l'eau qui n'est pas polluée. » Et le grand ennemi, c'est la consommation. Mais il n'y a pas un seul endroit où on vous dit « Attendez, il faut arrêter maintenant le Black Friday. » Il n'y a pas un parti qui vous dit « Il faut arrêter maintenant de gaspiller des choses qui... juste un verre juste pour le jeter à la poubelle après. » Je regrette qu'il n'y ait pas des vrais écologistes, et je regrette que en fait, on n'apprenne pas déjà aux enfants, reconnectez-vous aux arbres, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous aux forêts. C'est là où vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Et le problème pour ce livre, au départ, quand vous avez commencé à l'écrire, La valse des âmes, Bernard Werber, c'était de choisir une période, parce que vous ne pouviez absolument pas traiter toute l'humanité même en 600 ou 700 pages. J'ai voulu, mais quand j'ai vu que ça commençait à ressembler à du 800, 1000 pages, parce que je voulais aller beaucoup plus loin, si je m'arrête à Pythagore, moins 500 avant Jésus-Christ, Pythagore a aussi une particularité, c'est qu'il est arrivé en même temps que tous les grands prophètes ou révélateurs. Donc tout à l'heure, j'ai cité Bouddha, qui était un contemporain, qui est né pratiquement 10 ans après Pythagore. Mais il y a aussi Zoroastre, et il y a aussi Daniel, le prophète Daniel, qui était en exode, le prophète hébreu à Babylone. Et il y a même Sun Tzu. Donc c'est-à-dire, c'est comme si dans le monde entier étaient apparus des gens pour éclairer le monde. Voilà. Et vous êtes éclairé par votre don d'observation, parce que vous êtes romancier, mais aussi vous êtes un observateur, ce qui vous permet d'écrire des romans. Je suis, puisqu'un observateur, je suis émerveillé par le monde qui m'entoure. Mais il faut le regarder encore, et peu de gens le regardent. Et j'espère que mes livres vont donner envie aux gens de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être dans un monde qui est encore viable. Parce que je ne sais pas dans quel monde vont avoir nos enfants. Mais là, actuellement, tout ce qui se passe, même le seul fait, grâce à Internet, d'avoir accès à toutes les connaissances, c'est extraordinaire. D'imaginer Léonard de Vinci, s'il venait de nos jours, je dirais quoi? Il suffit que je fasse Google ou que je ChatGPT et je peux savoir tout sur le corps humain, sur les étoiles, sur l'origine de l'univers, sur ce qu'il y a à l'intérieur de notre planète. Et nous, on est blasés. Oui. On a toutes ces infos, on a vu des fusées arriver sur la Lune, on se dit bon, maintenant c'est Mars, il y a des voitures qui se conduisent tout seuls, on s'en fout. Oui, mais ce qui est fascinant aussi, et ça vous n'êtes pas blasé, c'est que vos livres se vendent dans le monde entier, Bernard Werber. C'est une chose que vous n'auriez jamais imaginé au départ. C'est le grand cadeau que m'offre l'univers, c'est d'avoir trouvé un langage qui peut toucher d'autres peuples que les peuples francophones. Et je dois avouer, maintenant avec le recul, je crois que mon âme a souhaité deux choses, le temps et l'espace. L'espace, donc, c'est d'avoir le maximum de pays qui découvrent mon travail. Et là, pour l'instant, on en est à 37, ce qui est pas mal. Et le temps, parce que je crois que le temps est le meilleur critique.
si votre œuvre est vraiment solide, elle résiste au temps. Sinon, c'est des phénomènes de mode. Et là, donc, les fourmis sont sorties en 91. Ça fait 33 ans maintenant que j'écris et que j'ai la chance de faire le métier qui me plaît le plus. Et j'ai qu'une envie, c'est de faire des livres qui, dans 100 ans, dans 200 ans, auront encore du sens, comme les livres de Jules Verne, ou alors les textes d'Homère, mais de tenir dans le temps. C'est vraiment la plus grande ambition d'un auteur. C'est pas les petits colifichés qu'on donne de nos jours et je crois déjà qu'il faut avoir cette envie au moment où on écrit de faire quelque chose qui ait du sens pour d'autres peuples et d'autres générations. Voilà. Et La valse des âmes a du sens. C'est un roman chez Albin Michel. Comme cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, ce sont 2 cadeaux de Noël et 2 cadeaux que vous nous offrez, Bernard Faber, en attendant les suivants. Merci Jacques. J'espère que surtout mes spectateurs vos auditeurs auront du plaisir à lire ces livres, parce que ma seule intention, c'est de procurer du plaisir. Je n'en doute pas un seul instant. Merci Bernard Faber, et puis à bientôt dans Les Clés d'une vie, à coup sûr. Avec plaisir. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.